Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités ou des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Comme vous aurez peut-être pu le constater, j'ai changé de lunettes et de coiffure. Afin d'éviter tout problème de santé, tels que des arrêts cardiaques ou des crises de panique, je vous laisse 5 secondes pour vous y habituer. Et tout de suite, un épisode sur toutes les fois où le PS a trahi. Comme vous l'avez vu ces derniers jours, le Parti socialiste, emmené par Olivier Faure, n'a pas censuré le gouvernement de Sébastien Lecornu, offrant à la droite macroniste un sursis inespéré. Officiellement, c'est parce qu'ils ont obtenu quelques engagements, notamment une suspension temporaire de la réforme des retraites d'ici novembre, le non-recours au 49.3 et l'assurance que le prochain budget sera conçu par le Parlement. On apprécie l'audace d'un parti socialiste qui a visiblement encore l'air de croire qu'après 3 ans de brutalisation de l'Assemblée nationale, il y a encore l'embryon du début d'une chance que les macronistes tiennent leur parole. Mais après tout, l'espoir fait vivre. Et bien évidemment, derrière les considérations politiques à base de « il faut trouver des compromis, utiliser le budget pour faire avancer les idées de gauche et utiliser la censure comme levier de pression pour contraindre les macronistes à accepter les orientations des sociodémocrates », il y a surtout des considérations tactiques. Le Parti socialiste veut se différencier de la France insoumise et obtenir quelques trophées pendant l'examen du budget, être le parti le mieux identifié sur les revendications majeures de la gauche actuelle, comme la taxe Zuckman ou l'abrogation de la réforme des retraites, et accessoirement laisser les macronistes gouverner pour qu'ils continuent leur lente désintégration d'ici 2027. Et tant pis si pour ça il faut sacrifier la fragile union de la gauche qui avait été construite en 2022. Ce qui nous amène à ce mème. Vous l'avez peut-être déjà vu ce mème. Bon, moi pendant longtemps je l'ai trouvé assez caricatural, ce mème qui sous-entend que c'est dans l'ADN du PS de trahir la gauche. Et puis, la non-censure de Lecornu, assez inattendue et difficile à justifier, m'a donné envie de regarder un peu dans l'histoire du Parti socialiste. J'avais déjà parlé des compromissions des socialistes, à l'époque appelée SFIO, sous la 4ème République, mais l'histoire du Parti socialiste est plus longue que ça, et figurez-vous que pour le coup, le PS qui trahit, c'est loin, très loin de dater d'aujourd'hui, ou même de François Hollande, ou même de François Mitterrand, au point qu'on a même donné un nom à ça. Ça s'appelle le molettisme. Mais avant de parler de molettisme, il faut revenir au premier temps du socialisme en France. Dès l'émergence du mouvement socialiste au 19e siècle, il y a eu une opposition entre les révolutionnaires, qui refusaient de participer aux institutions et prônaient une révolution pour renverser le capitalisme, et les réformistes, qui au contraire souhaitaient créer une société sans classe par des élections et par des réformes. C'est comme ça qu'Alexandre Millerand devient ministre dans le gouvernement d'Union nationale de Waldeck-Rousseau en 1899 et qu'il se fait taxer de traître par des révolutionnaires comme Jules Guesde. En 1905, les différents partis socialistes unissent leurs forces pour créer la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. En 1914, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale et que la figure de proue des socialistes réformistes, Jean Jaurès, est assassinée, il se trouve des socialistes pour voter l'union sacrée de tous les partis et approuver la guerre avec l'Allemagne. Jules Guesde, pourtant issu des socialistes révolutionnaires, devient lui-même ministre pendant la guerre. Et puis après la guerre, il se rallie aux réformistes emmenés par Léon Blum lors du congrès de Tours en 1920. Le congrès de Tours est particulièrement important. Suite à la révolution russe de 1917, qui amène à la création du premier État socialiste dans le monde, l'URSS, son dirigeant, Lénine, demande le ralliement de toutes les mouvances socialistes à sa nouvelle internationale communiste. La majeure partie des troupes de la SFIO y sont favorables et le parti prend le nouveau nom de SFIC, section française de l'Internationale communiste, l'ancêtre de l'actuel Parti communiste français. Toutefois, la minorité réformiste de Léon Blum décide de maintenir une SFIO. Malgré tout, il faut quand même le dire, ça reste un parti très radical. Il prône toujours le renversement du capitalisme, mais là où les communistes estiment que ça ne peut passer que par une révolution, les socialistes estiment que cela doit passer par des réformes. Dans les années 1920, la SFIO devient un parti politique puissant, mais malgré tout, elle refuse de participer à des gouvernements, même quand la gauche gagne les élections législatives de 1924, notamment parce qu'elle craint d'être taxée de trahison par le Parti communiste. La bascule se fait en 1936, à l'occasion du Front populaire qui réunit les communistes, les socialistes et les radicaux dans une coalition.
Les socialistes et les radicaux, avec le soutien des communistes, mènent d'importantes réformes. Droit syndical, congés payés, hausse des salaires, semaine de 40 heures, allocation chômage, politique de nationalisation, bref, une politique très à gauche et favorable aux classes populaires dont l'ensemble de la gauche se revendique encore aujourd'hui. Pourtant, en 1937, sous la pression de l'opposition de droite, Léon Blum annonce une pause dans les réformes. À défaut d'être perçue comme une trahison, puisqu'elle est considérée comme temporaire, cette pause est considérée comme une déception par l'aile gauche de la SFIO et par les communistes. Et puis, en 1938, quand le radical Édouard Daladier devient président du Conseil, il met fin au Front populaire et annule plusieurs des réformes menées les 2 années précédentes, notamment celle de la semaine de 40 heures. Vous l'aurez noté, mais à cette époque, même des révolutionnaires pouvaient soutenir des politiques réformistes à l'Assemblée nationale. Mais il faut aussi rappeler que dans les années 30, la gauche dans son ensemble, c'est 58% des voix, dont 36% rien que pour les partis marxistes. Puis vient la Seconde Guerre mondiale, et là, c'est compliqué. Les socialistes se divisent sur le vote des pleins pouvoirs à Pétain et il s'en est même trouvé certains pour collaborer au gouvernement de Vichy, comme un certain Paul Faure, rien à voir avec Olivier, c'était juste le principal co-dirigeant de la SFIO avec Léon Blum dans les années 20 et 30. Mais malgré tout, la SFIO qui émerge en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle est principalement issue de la résistance. Et c'est paradoxalement là que les reniements commencent. C'est là qu'arrive le fameux molettisme. Le molettisme tire son nom du principal dirigeant de la SFIO pendant toute la période de la 4e République et au début de la 5e, Guy Mollet. Lorsqu'il devient secrétaire général du parti en 1946, c'est sur une ligne radicale et marxiste contre les partisans de Léon Blum favorables à une ligne plus modérée. La SFIO est l'une des principales artisanes de la constitution de la 4e République, un régime parlementaire qui obtient des avancées démocratiques très importantes, comme évidemment le droit de vote des femmes. La SFIO souffre alors de la concurrence du très puissant Parti communiste français, premier parti de France sous la 4e République et qui bénéficie du vote massif des ouvriers. Entre 1946 et 1956, les électeurs du Parti communiste français sont à 72% des ouvriers, alors qu'ils ne sont que 40% dans les électeurs de la SFIO sur la même période, soit à peu près la même chose que dans la population générale. Accessoirement, malgré son nom de section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, c'est déjà plus vraiment un parti d'ouvriers. Si vous regardez les personnalités de la SFIO à cette époque, on trouve surtout des avocats, des profs, des ingénieurs, bref, des cadres supérieurs intellectuels. C'est peut-être cet éloignement de la classe ouvrière qui joue dans les alliances que passe la SFIO sous la 4e République. Face à un parti communiste français stalinien et considéré comme le cheval de Troie de l'URSS en France, les socialistes s'allient avec le parti de centre-droit Mouvement républicain populaire et forment l'ossature de la majorité des gouvernements de la 4e République. Si le gouvernement de gauche emmené par Guy Mollet fait voter des lois sociales comme la 3e semaine de congés payés dans les années 50, on n'est plus du tout sur une orientation socialiste. À cette époque, la SFIO a déjà embrassé, sans le dire trop ouvertement, les idées de la social-démocratie, soit un régime qui veut réduire les inégalités sans sortir du capitalisme. Et le gros paradoxe, c'est que Guy Mollet, tout en faisant des compromis avec la droite, continuait à tenir un discours marxiste. Porté à la tête de la SFIO sur un discours marxiste, il a mené une politique beaucoup plus modérée une fois au pouvoir. Et la conséquence de cette notabilisation, c'est que la SFIO s'est vidée de ses adhérents et de son électorat. Au-dessus des 20% des voix aux élections constituantes de 1945, il n'en obtient plus que 12% en 1962. Jean-Pierre Chevènement, qui rejoint le parti à cette période, rappelle l'immense discrédit qui, en 1964, enveloppait la SFIO. La guerre d'Algérie, l'avènement du gaullisme lui étaient imputés à crime par toute une génération, la nôtre. Le molettisme, l'idée de tenir un discours politique très à gauche tout en menant une politique de compromission avec la droite, s'est soldé par un échec. Notre périple nous amène dans les années 70. La SFIO a changé de nom pour devenir officiellement le Parti socialiste et c'est un certain François Mitterrand qui en a pris la tête en 1971. On aurait pu penser que renommer le parti Parti socialiste alors que ça fait des décennies qu'il ne prône plus grand-chose qui ressemble à du marxisme, c'est bizarre. Mais justement, sous Mitterrand, le parti reprend une orientation idéologique proche du socialisme. Et c'est grâce à ce coup de barre à gauche que le PS de François Mitterrand s'allie avec les communistes
communiste pour l'élection présidentielle de 1974 et rate de peu l'élection face à Valéry Giscard d'Estaing. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Quand le Parti socialiste revient au pouvoir en 1981, après 25 ans de gouvernement de droite, c'est sur un programme de gauche très radical. Et beaucoup de jeunes militants s'attendent vraiment à un changement de société. Regardez un peu cet homme, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'était un jeune militant du PS en 81. Et voilà comment il en parle. Nous partagions une certitude qui va peut-être vous surprendre. On pensait réellement qu'on allait faire le socialisme. Sauf que ce que ce jeune militant inconnu que vous venez de voir n'avait pas pris en compte, c'est que les gens qui arrivent aux commandes dans le premier gouvernement de Mitterrand en 1981, très ironiquement, c'est plus des socialistes. Le nouveau Premier ministre, Pierre Mauroy, ou encore le nouveau ministre de l'économie, Jacques Delors, sont issus de l'aile droite du parti. Et leurs convictions sont assez loin de l'idéal marxiste. Et quand la gauche rencontre des difficultés économiques, ce sont eux qui convainquent Mitterrand du tournant de la rigueur, qui discréditent pour plusieurs décennies toute idée d'un programme de gauche radicale en France. Il y avait d'autres options sur la table pourtant, une politique plus protectionniste qui aurait permis de continuer d'appliquer le programme de Mitterrand. Sauf que les partisans du tournant de la rigueur étaient plus puissants, mieux organisés au sein du parti, et c'est eux qui ont fini par obtenir gain de cause. Il faut dire aussi qu'après 1981, le Parti communiste est beaucoup moins puissant, et le PS a moins besoin de se positionner par rapport à lui. La proportion d'ouvriers a continué de baisser en France, la population se tertiarise de plus en plus et les idées du néolibéralisme commencent à avoir le vent en poupe. À l'intérieur du parti, il y a toute une aile de centre-gauche qui prône une politique néolibérale. Et c'est cette aile du parti qui en a pris le contrôle. Malgré tout, le Parti socialiste demeure le premier parti de gauche en France jusque dans les années 2010. Ce qui rend justement assez difficile tout travail de remise en question ou même tout travail de fond idéologique. En 1997, il revient au pouvoir sur une ligne de centre-gauche portée par Lionel Jospin. Si les premières années sont plutôt favorables avec les 35 heures, le PACS ou encore les emplois jeunes, qui contribuent à populariser l'action de son gouvernement, les privatisations massives d'entreprises sous l'impulsion de l'aile de droite néolibérale du PS entachent l'image de Jospin et il échoue au premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Durant toutes les années 2000, le PS comme ses électeurs demeurent tiraillés entre une ligne de gauche social-démocrate et une ligne de droite néolibérale. Si François Hollande arrive à obtenir l'investiture du parti en 2011 pour l'élection présidentielle de 2012, c'est parce qu'il s'efforce d'incarner un genre de synthèse entre les deux. Et pourtant, je ne vais pas vous refaire ma vidéo sur le mandat Hollande, mais il a été le premier à jeter la social-démocratie sous le bus quand les premières difficultés sont arrivées pour lui. Cet énième reniement, alors que le PS de 2012-2017 était déjà beaucoup plus modéré que celui de la 4ème République ou que celui de 1981, conduit enfin à l'effondrement électoral du parti, au profit de l'émergence des écologistes, mais surtout de la France insoumise, qui, ironiquement, a été fondée par d'anciens apparatchiks déçus du Parti socialiste, sur une ligne plus radicale. Aujourd'hui, le Parti socialiste est encore traumatisé par cette expérience du pouvoir. Idéologiquement, il n'a pas beaucoup bougé. S'il s'est à nouveau ancré à gauche sous Olivier Faure, les problèmes du PS aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux de la SFIO des années 50 et on pourrait même dire qu'ils se sont aggravés. Il se dit socialiste mais ne défend pas le socialisme, il dit défendre les classes populaires mais la quasi-totalité de ses cadres sont issus des classes aisées et intellectuelles, et il a beaucoup de mal à tenir une ligne politique lisible vu qu'il est toujours divisé entre sociodémocrates et néolibéraux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un PS qui refuse de censurer un gouvernement de droite néolibérale avec le vague espoir d'arracher quelques concessions sur le court terme, comme une résurgence du molettisme des années 50. Mais ça, c'est pas que le problème du PS, c'est le problème de toute la gauche. Même si les écologistes, les communistes et les insoumis essaient depuis plusieurs années de faire monter davantage de profils issus des classes populaires, ils restent dirigés par des cadres issus des milieux aisés et des professions intellectuelles, rarement touchés directement par les problèmes de précarité, de pauvreté et d'inégalité. Les écologistes, les insoumis et les communistes manient une rhétorique anticapitaliste, mais dans leur programme ne demandent ni sortie du capitalisme, ni sortie de l'économie de marché, ni véritable modèle de société alternatif. Peut-être justement parce qu'eux-mêmes ont peur d'être taxés de trahison s'ils promettent trop et, une fois au pouvoir, ne font pas assez.
C'est la fin de cette émission, on espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir Riposte, notre campagne de financement qui vise à aider le média à rester la première chaîne d'information indépendante en France. Vos dons sont la garantie de cette indépendance. À la prochaine!